Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour selon votre zone de résidence. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité majeure du paysage religieux gabonais, le pasteur président Ferdinand Sangoy de l'Église Alliance chrétienne des missionnaires du Gabon. Monsieur Ferdinand Sangoy a été élu à la tête de cette communauté depuis le mois de juillet 2025, dans un contexte marqué par de nombreux défis, tant internes qu'externes. Notre invité vient dresser pour nous un état de lieux de l'Église Alliance chrétienne des missionnaires du Gabon. Un entretien sans détour autour du thème l'état de l'IACMG. Au cours de cet échange, nous aborderons deux grands axes. D'abord, l'organisation, la gouvernance et la situation financière. Quels sont les défis et quelles réformes envisager? Ensuite, la vie spirituelle et le rôle social de l'Église. Quelle est la vitalité de la foi et la contribution de l'IACMG dans la société gabonaise? Autant de questions auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses avec notre invité. Pour conduire cet entretien, votre humble serviteur Landry Boudiongo a le plaisir d'être en face du président Pasteur. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Qui est le président Ferdinand Sangoy? Merci déjà pour l'invite. Avec votre permission, je voudrais observer une minute de silence. Nous venons de perdre l'un des présidents, ancien président de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, en la personne de Saint Bernard Manumba, le révérend Saint Bernard Manumba. Et je voudrais que nous puissions observer une minute avant que nous ne poursuivions cet entretien. Allez-y. Merci. Ferdinand Sangoy est un témoignage de l'action de Dieu dans la vie d'un individu. Je suis donc converti en 91, je crois, 29 décembre. J'ai donc donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je commence par ça parce que la suite découle de ça. Et j'ai donc plus tard fait la connaissance d'une merveilleuse personne, toujours dans l'Église, Gladys Mirland Sangoy, de qui j'ai 3 garçons. Par la suite, j'ai fait mon petit parcours de chrétien. J'ai reçu l'appel une année après de m'engager dans le service du Seigneur, dans le service de mon prochain, dans le service de ma nation. Et par la suite, je vais être pasteur dans un ensemble d'églises avant, comme vous l'avez dit, en juillet 2025, d'être élu président national donc de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Avant cette élection, j'œuvrais déjà en tant que leader d'opinion, en tant que leader civique très engagé je dirais même dans l'entrepreneuriat social. Et donc, à mon actif, avec mon épouse et d'autres frères et sœurs dans la foi, nous avons réussi à mettre sur pied une ONG qui s'appelle Rien n'est perdu. À la suite de Rien n'est perdu, connecté donc aux Rwandais et aux Américains, nous avons aujourd'hui la plateforme des leaders patriotes pour la bonne gouvernance qui fait dans la promotion de la bonne gouvernance sur la base des valeurs chrétiennes. Et nous avons une principale activité, ce sont les petits déjeuners de prière que nous organisons en faveur de la nation, qui est le pasteur Sangoy Ferdinand, toujours cet entrepreneur social. Nous avons lancé tout dernièrement donc une mutuelle, Alliance Mutuelle, pour investir et épargner avec l'ambition, Dieu aidant, de faire basculer cela en microfinance. C'est déjà une microfinance de première catégorie, mais nous y travaillons pour qu'elle passe à la deuxième, troisième. Et donc, Ferdinand Sangoy, c'est le premier serviteur de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. C'est le premier serviteur donc des Gabonais et des Gabonaises.
Merci, révérend. Restons dans la rubrique CV. C'est depuis 1933 que l'Alliance chrétienne et missionnaire est arrivée au Gabon. Que peut-on connaître de cette église exactement? 1933, c'est à peu près 93 ans. C'est pas 93 jours. C'est une église pour laquelle, pas parce que je suis président aujourd'hui national de l'Assemblée, mais c'est une église pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Elle a ses faiblesses, mais elle a aussi ses forces. En effet, en 33, le pasteur Donald Fairley fait son voyage de prospection. Et puis, partant de là, l'Église donc a pris corps et notre, je vais appeler ça comme ça, un acte de naissance ou récépissé porte le numéro 00447 MIJGS bar SG BMB. Donc, du 3 octobre 2019, avec toutes les réformes qu'il y a eu par la suite. Et vous pouvez vérifier ça dans le journal officiel, numéro donc 42 du 8 au 15 novembre 2019. C'est à peu près 301 serviteurs de Dieu pour 211 églises bien organisées et 335 annexes et Ça, c'est églises la en situation des devenir églises aujourd'hui. aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui. Et donc, vous avez près de 40 000 membres. Si je fais le total, alors nous avons aussi dans l'aspect missionnaire 22 églises organisées et 3 annexes. Restons sur la présentation des églises et nous sommes déjà dans le premier axe, c'est l'organisation, la gouvernance, la situation financière. Et nombreux disent que les alliances chrétiennes ne sont pas harmonisées, du moins du point de vue architectural. Est-ce que votre bureau et vous pensez déjà à mettre une charte architecturale de l'alliance chrétienne? Avant mon bureau et moi, je crois que il y a des chrétiens et des serviteurs de Dieu, servantes de Dieu dans l'Alliance chrétienne qui portent cette communauté et qui ont amené déjà le sujet au niveau du synode. Et donc, la délibération, je crois, 056 2025 demande au Bureau national effectivement de regarder cette question architecturale sur laquelle d'ailleurs nous sommes en train de travailler. Dans un proche avenir, nous verrons beaucoup plus clair. Mais c'est déjà une recommandation du synode national. Une des questions qui taraude les esprits, c'est la situation foncière de l'USMG. Il se dit que l'Église serait en conflit ou en litige avec certaines personnalités ou l'État gabonais. C'est dans quelle province et qu'en est-il exactement aujourd'hui et qu'est-ce qui est fait pour résoudre si litige il y en a? C'est pas la vocation de l'Église d'être en litige ou en difficulté, non. En effet, nous avons un certain nombre de terrains qui, passez-moi l'expression, sont convoités de par leur situation géographique. Nous avons le terrain de Mouila, nous avons le terrain de Makoko, nous avons le PK27 sur la route de Ntoum, effectivement, pour ne citer que ces trois-là. Nous avons quelques situations, pour n'en parler que celle de Makoko, tout récemment. Nous avons été contactés par notre surintendant qui nous donnait ici l'information selon laquelle il y avait un projet de construire la mairie, l'hôtel de ville sur notre site et que un certain nombre d'autorités, soit originaires, soit travaillant sur place, tenaient à ce que ce projet donc se réalise sur notre terrain. Alors nous leur avons répondu que le Bureau national n'a pas compétence de décider de la dilapidation, la vente ou quoi que ce soit dans ce sens, c'est le synode national. Nous sommes coopératifs, mais nous n'avons pas compétence de donner une réponse à ces autorités. Et donc, nous attendons le synode. D'ailleurs, nous n'avons pas été saisis officiellement, ni par écrit
ni directement pour ce qui me concerne. Certainement, un de mes collaborateurs a pu être donc contacté, mais je voudrais rassurer que c'est pas la vocation de l'Église de rentrer en conflit avec l'État. D'ailleurs, si je m'en tiens à la Constitution gabonaise que j'ai sous mes yeux, je prendrai comme ça l'article 20. Tout citoyen gabonais, aussi bien seul qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de la propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste, j'insiste, d'une juste et préalable indemnisation. La suite dit toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d'utilité publique pour insuffisance ou absence de mise en valeur et visant les propriétés immatriculées sont régies par la loi. Et donc, voilà un peu pour ce qui est du foncier. Bon, nous avons aussi la situation du PK27. Bon, le Gabon, de temps en temps, vous pouvez assister à un certain nombre de faits et puis vous demandez qu'est-ce qui se passe. Au temps de la Young Team, nous avons été peut-être à 80%, parce que il nous reste encore 2 bornes. Mais à près de 80%, nous avons été expropriés. Il y a eu même des débuts d'investissement. Et sauf erreur de ma part, quand le CTRI a libéré le Gabon, le CTRI en a fait aussi, je crois, sa propriété, certainement d'utilité publique. Donc nous sommes dans les démarches pour en effet trouver un terrain d'entente par rapport à ce terrain-là du côté du PK27. Maintenant, Mouila, puisque je l'ai annoncé, c'est bien aussi de le préciser, nous avons 7 fois été saisis par à la fois les autorités et par la BEAC. Nous avions commencé donc des démarches. Nous étions sur le point certainement d'aboutir. Et puis bon, nous avons été surpris lors d'un des conseils de ministres que ça passait d'utilité publique. Mais bon, nous avons fait ce que nous devions. Je veux dire les prédécesseurs qui avaient mené déjà le dossier au synode, et le synode avait donné son accord pour que les démarches continuent. Seulement, nous avons été un peu surpris par la façon de faire. Et donc, nous continuons donc à travailler pour trouver un terrain d'entente par rapport au terrain de Mouila. Revenons sur la structure de l'Église. Comment est structurée l'Église lorsque tu es le missionnaire du Gabon, du bureau national à l'Église locale, sinon à la cellule? Si nous nous en tenons au statut et au règlement, c'est déjà bien de préciser que nous avons comme ça 4 types d'organes. Nous avons les organes délibérants, c'est donc le synode national, et à la suite donc du synode national, nous avons les assemblées générales, donc des églises sur le plan local. Et par la suite, nous avons les organes exécutifs. Nous avons comme ça le bureau national, nous avons la surintendance, conseil presbytéral. Nous avons par la suite les organes de surveillance et de contrôle. Nous avons le conseil des sages, et à la suite du conseil des sages, nous avons l'audit interne national pour ce qui est des finances, et voilà. Nous avons enfin les organes relatifs donc à la réflexion et des questions techniques. Nous avons comme ça le conseil de gouvernance, nous avons aussi la consultation extraordinaire, nous avons les pastorales ou la pastorale, et nous avons un dernier organe qui se joint donc à ces trois-là pour faire dans le sens donc des questions techniques et de la réflexion. Oui, avec tous ces organes-là, est-ce que le fonctionnement est efficace? Et sinon, est-ce qu'il y a des réformes envisagées? Oui, je crois que, sauf erreur, et un certain nombre de chrétiens se joindraient à moi pour dire que
jusqu'à maintenant, ces organes ont fait leurs preuves et on doit à ce fonctionnement les résultats que nous avons au niveau donc de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Mais aucune œuvre humaine n'est parfaite. Naturellement, qu'il faut envisager des réformes pour plus de productivité, plus d'efficacité, de promptitude, à la fois dans le travail que dans les résultats. Oui, nous y pensons. Vous avez cité une multitude d'organes au niveau de l'IACMG, mais comment se prennent les grandes décisions dans votre congrégation? Le plus simplement du monde. On se réfère naturellement aux organes décideurs. Et j'ai cité le synode national. Une fois le synode a tracé la ligne directrice, a donné le cahier de charge, eh ben, les organes exécutifs se mettent donc au travail. Donc, nous avons le synode, effectivement, qui nous donne la ligne à suivre. Donc, c'est le synode qui décide. Oui. Vous avez dans votre congrégation, combien dans les autres, des pasteurs, des anciens, des diacres et des diaconesses? D'abord, c'est quoi leur rôle et comment sont-ils choisis au niveau de l'IACMG? Statutairement, c'est une organisation bien huilée. Pour ce qui est du bureau national, par exemple, le choix commence à la base. Et donc, chaque église locale tient une assemblée générale et fait sa proposition donc du bureau qui sera donc transmise. Je parle donc de la proposition au synode régional avec les autres qui vont arriver. Et là, donc, il y a des primaires qui vont se faire pour que des 12 régions, chaque région ait une liste et ou du moins un bureau. Et cette proposition du bureau va monter donc au synode pour compétir, n'est-ce pas, avec les autres propositions donc de bureau qui vont arriver. Après, nous avons sur le plan local les conseils presbytéraux qui sont issus donc des différents organes qu'il y a dans l'église locale. Donc, vous avez des départements, vous avez des cellules, vous avez des services. Eux, ils font donc des propositions sur la base d'un certain nombre de critères qui vont être amenés donc à l'Assemblée générale. Et c'est l'Assemblée générale des membres communiants qui fait le choix, après la prière, des anciens, des diacres et des diaconesses. Ce sont des collaborateurs des serviteurs de Dieu, engagés en plein temps, en mi-temps, qui répondent sur l'accomplissement ou la mise en œuvre de la vision nationale, transposée dans un contexte local, et qui sont chargés de la mise en œuvre de la doctrine, de la discipline, de la bonne gestion, n'est-ce pas, donc de l'Église et de son développement sur le plan local. Voilà ce que je peux dire autour donc des anciens, des diacres et des diaconesses. Comment se porte la situation financière de l'Église de l'Alliance chrétienne missionnaire du Gabon actuellement? Elle se porte bien dans un contexte de gestion, de transparence. Elle se porte bien. Maintenant, pour répondre au projet, au plan de développement, il y a plus à faire comme travail et on a besoin de plus d'argent pour réaliser à la fois ce que les prédécesseurs ont laissé en chemin, aussi bien que ce que nous avons à l'esprit de développer. C'est ainsi que vous verrez qu'il y a un bon nombre de structures cultuelles qui sont en chantier, de presbytères qui sont en chantier, parce que il y a un déficit. On souhaiterait que Dieu nous ouvre davantage les portes, que nous ayons suffisamment d'argent. Mais votre question, si c'est sur le plan de la gestion, il y a le maximum de transparence. L'Église a besoin de suffisamment d'argent. Vous le dites, Président, quelles sont les sources financières de l'ACMG? Il y a les sources bibliques et traditionnelles, donc les participations, les contributions de nous tous.
par erreur, on pense toujours Quand vous qu'il n'y a dites que vous les tous, c'est fidèles. qui? Ce sont les pasteurs ou les J'en fidèles? viens, j'en viens. Par erreur, vous, les communicateurs, vous avez l'air de nous faire croire qu'il n'y a que les fidèles qui... Non, Voilà pourquoi on donne la parole aujourd'hui. il y Président, a, c'est pour c'est nous éclairer tous. l'opinion. Et d'ailleurs, avant d'être pasteur, j'étais aussi fidèle, donc je sais ce que c'est participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, nous avons tous les membres qui contribuent d'une manière ou d'une autre. Et là où je voudrais aussi préciser qu'il n'y a pas que les dîmes et les offrandes, il y a d'autres sources que ces dernières. Alors, nous avons aussi des partenaires, pour ne parler que de l'hôpital de Bongolo, par exemple. Ce sont les missionnaires qui y travaillent de l'extérieur pour que cet hôpital ne manque de rien. Mais nous avons aussi l'État qui nous accompagne. Jusqu'à un passé récent, nous bénéficions d'une, comment vous appelez ça, d'une participation financière de la part donc de l'État. Idem pour nos établissements. Nous avions aussi... C'était dans la question du social. On va d'abord rester sur la question financière. Parlons un peu il y a un projet qu'on parle aujourd'hui dans l'Alliance chrétienne, c'est le projet Elohim. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un projet du transport que l'Église a créé et gère. Qu'en est-il exactement? Quels étaient les objectifs? Et il y a combien de bus? Et quelle est la situation aujourd'hui d'Elohim? D'accord. Alors, il faut préciser que Elohim est un des projets de Elohim Service. Qu'est-ce que ça veut dire? Elohim Service, donc, si vous voulez, une société anonyme que l'Église a mise en place, qui devait pouvoir accompagner l'Église dans la création de richesses. Vous parlez donc des finances pour renflouer les caisses de l'Église, pour permettre donc à l'Église de se réaliser. Et donc, Elohim Service avait, ou a, comme ça, 3-4 projets. Il y a donc Elohim Transport, il y a Elohim Salle d'événementiel, il y a Elohim TV, pour ne citer que ces 3 projets. Donc, pour revenir à Elohim Transport, la situation d'Elohim Transport est comme toutes les situations d'une entreprise qui veut prendre son envol. Il y a les hauts, il y a les bas, et je crois en business, en affaires, il faut se donner un temps, n'est-ce pas, pour prendre de l'élan. Et donc, Elohim fonctionne avec, au départ, c'était 2 bus, ensuite il y a 4 qui se sont ajoutés avec un tollé Land Cruiser, je crois. Il y a aussi 2 coasters. À l'heure où nous échangeons, sauf données de dernière minute, nous avons été capables de faire fonctionner, je crois, 5 bus. Parce que quand nous arrivions, il n'y avait que 2 qui fonctionnaient, pour des raisons donc de panne, les routes et tout ce que vous savez. Mais les collaborateurs ont mis du leur et jusqu'à hier, il y avait comme ça 5 bus qui fonctionnaient en dehors du Land Cruiser tollé, qui a un souci de moteur. Je crois que les coûts de réparation sont égaux à un nouveau véhicule. Donc, on est en train de regarder, voir ce... Président, qu'est-ce qui peut justifier que la société ait ces problèmes, par exemple, de moteur, alors qu'on sait que la société est encore jeune? Ben, écoutez, c'était pas un véhicule nouveau, hein. L'Église paie les véhicules à occasion? C'était un véhicule d'occasion qui nous est arrivé de Dubaï. Et donc, écoutez, on n'a pas d'appareil pour vérifier si ça va tenir. Quand on achète, ben, il est fonctionnel. Le vendeur, il veut vendre son véhicule. Donc, ça ne relève pas de la compétence de la gestion. Ça peut arriver à tout le monde. Mais je pense qu'on ne va pas investir sur la difficulté, il faut investir sur les solutions. Et nous sommes en train de regarder comment trouver des solutions et comment faire en sorte que Elohim atteigne ses objectifs de départ. Avec autant de fidèles,
il y a beaucoup de dîmes, il y a beaucoup d'offrandes, et il y a des projets comme Elohim qui existent. Est-ce que les fidèles sont impliqués, sont informés dans la gestion de toutes ces rentrées financières? Il y a des rendus qui sont faits au niveau du synode national. Et il y a des rendus qui ont été aussi faits par l'équipe sortante, qui avait d'ailleurs fait le tour des 12 régions synodales, à la fois pour rendre compte et à la fois pour challenger davantage les fidèles. Donc à ce niveau, il y a ce minimum donc de transparence. Et puis après, la particularité de l'Alliance chrétienne, c'est qu'elle n'appartient à personne, elle n'est la propriété de personne. Donc, si l'information ne va pas vers, les gens peuvent venir vers l'information et l'information est tout à fait disponible. Donc, dans les réformes que nous envisageons, il y a un comité technique qui va aller au-delà de la technicité, qui va prendre aussi le pan gestion et managérial pour davantage vraiment nous aider par rapport à Elohim Transport. Donc, voilà ce que je peux dire à ce sujet, mais Elohim Transport est bel et bien fonctionnel. Fidèles de l'Alliance chrétienne des missionnaires du Gabon et même les observateurs de cette congrégation religieuse, nous sommes toujours avec Ferdinand Sangoy, président pasteur de cette église. Pour la suite de cette émission, passons à l'axe 2 qui traite de la vie spirituelle et le rôle social de l'église dans la nation. Pour commencer dans ce axe, combien de fidèles avez-vous actuellement? C'est vrai que vous l'avez déjà dit plus haut. Oui, nous sommes à peu près à 40 000. Avec Covid, nous avons connu une baisse, mais de l'ordre de 38 700 membres, mais ça fait un moment. Si nous prenons en compte certaines de nos structures cultuelles qui n'ont pas nécessairement l'expertise des statistiques, eh ben, il y a un bon nombre aussi de fidèles donc, de ce côté-là. Donc, nous arrondissons à 40 000. Et vous parlez de l'effet Covid. Est-ce que l'Église a étudié les mécanismes dans le cas où ce genre de situation se produisait dans l'avenir? Oui, nous avons beaucoup appris. Ça ne souffre d'aucun doute. Nous avons beaucoup appris. Et donc, la vie n'est pas, comment dire, un cours d'eau tranquille. Et donc, oui, avec les nouvelles technologies, les nouvelles approches, nous ferions valablement face si d'aventure ce genre de situation devait revenir. Et quelles sont vos priorités pour renforcer la foi et l'engagement des membres de la CMG? Parce qu'il se dit qu'il y a plusieurs églises qui se vident aujourd'hui. Bon, plusieurs églises qui se vident. Savez-vous, les journalistes, c'est vite fait. C'est l'opinion. On se réfère à l'opinion. Sur les réseaux sociaux, quelqu'un a dit, vous chopez ça comme ça. Parce que moi, je dirais le contraire. Moi, je suis dans une église qui est en train de connaître la croissance. Et donc, vous n'avez pas cité cette église. Oui, mais votre temple peut ne pas être le cas pour d'autres temples ailleurs. Oui, par exemple, à Ibunji, à Mabanda, ainsi de suite. D'accord, ok. Dans un aspect tout à fait organisationnel, relatif donc au clergé, nous voulons davantage la promotion des vocations plein temps. Parce que c'est bien les vocations partielles, mi-temps, c'est-à-dire des professionnels qui en même temps s'engagent donc dans le service, parce que nous avons aujourd'hui des églises à l'intérieur du pays qui n'ont pas de serviteurs de Dieu disponibles, dû simplement au fait que quand vous êtes professionnel, vous n'avez pas que l'église comme responsable ou quelqu'un qui répond de vous. Vous avez l'État, vous avez votre entreprise. Voilà, donc nous prions Dieu, comme il est d'ailleurs écrit, que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Nous voulons davantage qu'il y ait des personnes qui s'engagent à plein temps. Parce que brebis sans berger, c'est souvent difficile. Et donc ça peut être l'une des causes pour revenir donc aux églises qui se vident. Ça, nous comptons donc renforcer cela. La deuxième chose, nous pensons à la prise en charge des chrétiens, puisque vous avez abordé l'aspect social. C'est un aspect important de la vie de Jésus qui se transpose de moins en moins. Vous avez comme ça Jésus qui donnait à manger, Jésus qui guérissait,
Jésus qui éduquait. Et donc, nous avons besoin de renforcer cette prise en charge sociale, de sorte que les fidèles de notre communauté se sentent vraiment membres de la famille Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Et vous savez qu'il y a des gens qui suivaient Jésus, pas nécessairement parce que c'était le Messie, mais parce qu'ils avaient la possibilité de manger, ils avaient la possibilité d'être guéris. Mais Jésus a puisé justement du milieu de ces personnes, ses disciples. Et donc, nous comptons y travailler. L'autre axe sur lequel nous comptons investir, c'est l'axe de la santé. Prenez santé avec grand S. Oui, à ce niveau, on veut d'abord que vous nous rappelez d'abord les structures sociales que l'Église a dans ce pays. Les structures sociales que l'Église a. J'étais déjà en train de vous dire que nous avons un ordre d'enseignement et notre ordre d'enseignement a aujourd'hui 16 écoles pré-primaires, 38 écoles primaires, un collège, 8 lycées. C'est environ 12 000 Gabonais, Gabonaises que nous éduquons par an. Nous avons une école normale des instituteurs fermée, pour les raisons que tout le monde connaît. Lesquelles, pasteur? Tout le monde n'est pas informé de ces raisons. Et parce qu'il y a la volonté du gouvernement de centraliser la formation. D'ailleurs, c'est le plus grand employeur en ce moment. Et donc, il y a une volonté d'harmoniser tout ce qui est en rapport donc avec la formation des instituteurs. J'ajouterais donc que nous avons 3 instituts de formation théologique, dont une faculté qui décerne une licence au terme donc de la formation du cursus. Nous avons un institut supérieur d'agronomie en perspective. Nous sommes en train de voir comment lancer l'université de l'Alliance chrétienne. Nous avons déjà commencé les travaux d'un bâtiment R+3. J'ai envie de dire, nous poursuivons parce que les prédécesseurs, et je leur tire mon chapeau, avaient déjà lancé donc ce projet. C'est à peu près à 85%. Voilà pour ce qui est Et au niveau de cette église, on forme qui les pasteurs ou bien il y a aussi des filières d'économie, de droit, de sciences sociales? C'est un projet d'université. Donc, ce n'est qu'un projet. Naturellement que quand nous pensons à la conception, nous prenons en compte effectivement tous ces besoins. Donc, oui, quand nous serons dans la phase académique et nous lancerons donc cette université, oui. Mais pour l'heure, nous sommes encore en projet. Alors, nous parlions du social. Oui, alors, sur le plan santé, nous avons l'hôpital de Bongolo qui n'est plus à présenter. Si je me jette comme ça, c'est à peu près 40 000 consultations par an avant Covid. Et puis avec Covid, nous sommes descendus à 25 000, mais nous sommes en train de remonter. Nous avons à Nzenzele un dispensaire qui est opérationnel. Il y avait un du côté donc de Makongogno qui a fermé, mais j'étais personnellement sur place pour regarder la faisabilité de la relance donc de ce dispensaire. Voilà un peu pour ce qui est des structures sur le plan social de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Président, intéressons-nous au mouvement de l'Alliance chrétienne. Naturellement, il y a les FEAC, les femmes de l'Alliance chrétienne, il y a les EAC, les hommes de l'Alliance chrétienne, il y a JPC, Jeunesse pour Christ. Mais on constate que parmi ces 3 mouvements, il y a un quand même qui peine à s'imposer, sinon à prendre du large, c'est le mouvement des hommes. Pour les femmes, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Pour les jeunes, on voit que JPC, ils réussissent à nourrir plus de 1000 personnes en une semaine, mais les hommes, ça traîne. Est-ce que le diagnostic a été fait? Est-ce que l'étude est... D'accord. Écoutez, votre question a une réponse tout à fait naturelle. Quand quelque chose peine, c'est comme quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des difficultés, il a besoin d'aide. Ça fait plusieurs années. Oui, écoutez, même si ça fait plusieurs années, ça ne veut pas dire que le mouvement n'est pas fonctionnel. Non, c'est qu'il est fonctionnel, mais pas au niveau, par exemple, des JPC ou des FEAC. D'accord. Donc, je peux répondre en disant que, écoutez, vous avez sur un parcours d'athlétisme 3
athlètes, chacun court à sa vitesse. C'est l'idéal que tous les trois performent peut-être comme le premier, mais ça ne veut pas dire que le dernier arrivé n'a pas couru, n'a pas compéti. Donc ça, c'est important de préciser ça parce qu'il ne faut pas passer le message ici que le mouvement des hommes ne fonctionne pas. Il fonctionne, mais il ne fonctionne pas comme les jeunes, il ne fonctionne pas comme les femmes. Et l'une des idées qui nous traversent, c'est certainement d'identifier ce qui cadre avec l'expertise de l'homme et donner la possibilité donc à l'homme de mettre en valeur tout le potentiel qu'il a. Parce que jusqu'à un passé récent, on faisait tout et rien, et essentiellement dans l'aspect cultuel. Mais je crois qu'on est en train de regarder ces aspects, et je crois que le mouvement des hommes va certainement prendre. Le deuxième élément qui revient souvent, c'est que les pasteurs, qui sont très affairés parfois, ne sont pas nécessairement des sources de motivation parce que eux-mêmes, ils n'ont pas nécessairement toujours le temps, du moins certains d'entre eux. Et donc, je me permets de dire ici que j'assiste au mouvement des hommes dans mon église locale. Vous assistez, vous êtes membre. Vous êtes membre, vous assistez, président. Mais je suis membre du mouvement des hommes. Et vous verrez dans les commentaires, mon église locale, et même là où je suis passé, vous aurez des commentaires où les gens vont confirmer que je suis un homme vraiment engagé. Oui, mais est-ce que ça, c'est pas le culte de l'homme? On connaît quand il est président, il y a toujours le culte autour de lui. Non, je vous dis, écoutez, nous sommes devant les caméras et autres, donc c'est des affirmations pesées. Donc, vous verrez qu'il y aura donc des réactions. Donc, le mouvement des hommes, nous y travaillons. Donc, il y a ces deux éléments. Et puis après, le troisième élément que je voudrais ajouter, nous allons continuer donc à prier pour ce mouvement et voir comment l'engager de plein pied vraiment dans la mission. Un peu comme son slogan dit, les hommes debout et en marche pour la mission. Mais vraiment les engager dans des missions court terme, des missions long terme, des missions sur le plan structurel. Voilà un peu ce que je veux dire à ce sujet. L'Alliance chrétienne n'a pas des églises qu'à l'intérieur du pays, ils ont aussi à l'extérieur du pays. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement et comment ça fonctionne, le rapport entre l'extérieur et le bureau national? Toutes ces églises déjà organisées, je crois qu'il y en a 22, il y a un autre bras technique de l'Église qui s'appelle la Direction nationale d'évangélisation et de la mission, qui a un département à la fois sur le plan national, la mission intérieure et la mission extérieure. Et donc, pour ce qui est de la mission extérieure, c'est essentiellement c'est ce département qui gère au quotidien. Maintenant, sur le plan administratif, en effet, le bureau national répond de tout ce qui est organisation donc de ces églises. Nous avons le Bénin d'ailleurs qui s'est autonomisé, à la suite donc du travail qui a été fait. Nous avons le Cameroun et la Guinée équatoriale qui sont en train de prendre le pas. Nous comptons vraiment maximiser parce qu'il y a la proximité. Et nous avons aussi le Ghana qui s'est vu donc accompagné via le choix donc d'un homme de Dieu qui fait du plein temps là du côté donc d'Accra. Voilà ce que je peux dire à chaud autour de ces missions extérieures. Pasteur, avant de vous donner le mot de la fin, il y a une question que nous avons le devoir de vous poser. C'est votre élection à la tête de l'Union mondiale de l'Alliance Zone Afrique. Est-ce que ce n'est pas une charge de trop? Merci pour la question. Charge de trop dans un sens, oui. Mais quand je me réfère aux Saintes Écritures, pour ne prendre que la parabole des talents, pour ne prendre que la parabole des mines, je voudrais vous renvoyer la question, si vous lisez un tant soit peu la Bible, qui avait échoué? C'est pas celui qui avait eu 5 talents. C'est pas celui qui avait eu 3 talents. Celui qui avait échoué, du moins qui avait enterré,
c'est celui qui avait eu un talent. Je crois que Dieu appelle, comme on le dit, et Dieu équipe. Je voudrais simplement ici préciser que les missions du coordinateur de l'Union de la zone Afrique, comme de toutes les zones, c'est de transposer dans la mise en œuvre toutes les décisions donc de la quadriennale et du fonctionnement de l'Union de la famille donc Alliance. Et donc ça, je ne le fais pas tout seul, je le fais avec une coordination. Je le fais pas tout seul, je le fais avec des bras techniques tels que le bureau exécutif de l'Union des jeunesses de l'Alliance, tels que l'Union panafricaine des hommes de l'Alliance, tels que l'Union des femmes de l'Alliance chrétienne. Donc, c'est des bras techniques qui travaillent justement pour rendre possible le renforcement et la mise en œuvre donc de notre union. Oui, ça aurait été un fardeau si j'étais seul à porter tout ça. Et je travaille donc avec les pairs, c'est-à-dire les présidents nationaux des églises de l'Alliance, des membres, des pays membres, des églises membres, donc de l'UMA. Donc, à ce niveau, je pense que c'est comme un entraîneur. Faut pas qu'on pense que c'est l'entraîneur qui doit marquer tous les buts, c'est lui qui doit être sur le stade. Non, non, non. Moi, mon devoir à moi, c'est le suivi, c'est le coaching, c'est l'accompagnement. Et je crois que j'ai une très bonne équipe qui m'aidera à atteindre les objectifs et les attentes du président Jura, de l'UMA et de tout le bureau exécutif. Dernière question, Monsieur le Président. Quels sont les critères qui ont fait en sorte que vous soyez, vous, pasteur Sangoy, à la tête de cette organisation, alors qu'on peut prendre aussi notre frère de l'Alliance chrétienne? Bon, je ne pense pas qu'il y ait eu des critères particuliers à souligner. Hein. Je pense surtout que c'est la grâce de Dieu. Parce que, en effet, quand il s'est agi de candidater, d'ailleurs, Dieu m'a fait la grâce que des propositions viennent d'ailleurs hors du Gabon. Et donc, après, si vous suivez, c'est sur les réseaux sociaux, mon discours, entre guillemets, introductif, j'ai simplement dit que si d'aventure vous me choisissez, ne soyez pas surpris parce que je viens pour apprendre. Je suis bleu à tous les niveaux. Mais malgré ça, j'ai quand même été élu. Et il y avait plus chevronné, il y avait certainement plus qualifié, mais je mets ça vraiment dans le compte de la grâce de Dieu. Qui sait, Éphésiens 5, ça peut faire partie des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance que je dois accomplir. Combien d'années de mandat? C'est 4 ans seulement. Donc, au bout de la 4e année, vous serez vert ou rouge, puisque là, vous êtes encore bleu. Oui. Merci. C'est moi qui vous remercie. Révérend Président, nous sommes arrivés malheureusement au terme de cet entretien. On vous laisse 1 minute pour votre mot de la fin, pour dire les aspects que nous n'avons pas pu aborder pendant cette entretien. Alors, les aspects que nous n'avons pas pu aborder, il y a le projet donc de vision. Statutairement, nous sommes attendus au synode pour, n'est-ce pas, la présenter à la communauté, la prospection de ce qui, par la grâce de Dieu, est dans notre cœur, donc pour l'Église. Et je voudrais comme ça, ici, dire que nous avons un acronyme qui résumerait certainement ce que nous comptons faire. C'est l'acronyme ABC. Et comme vous le savez, en général, quand un accent doit être mis ou quand on reconnaît comment dire, à un domaine de compétence, j'ai envie de dire une profondeur ou quelque chose d'indiscutable, souvent on dit l'ABC2. Vous avez l'ABC du journalisme, l'ABC de la communication, l'ABC de la médecine, l'ABC. Donc Dieu nous a mis à cœur cela sur la base de Colossiens, chapitre 1er à partir du verset 18, Christ premier en tout. Et donc, A pour avancer. Il faut que les chrétiens de l'Alliance chrétienne parlent désormais ce langage et intègrent dans leur
culture et mentalité qu'il faut avancer. Il faut vraiment avancer. Pas faire du surplace, pas reculer, mais il faut avancer. Pour avancer. Et vous vous souviendrez donc dans, je crois, Exode chapitre 13, Dieu qui dit à Moïse, c'est quoi ce bruit? Quand ils étaient devant la mer Rouge. Et sans attendre la réponse de Moïse, il dit au peuple d'avancer. Avancer. Écoutez, les obstacles ne doivent pas nous empêcher d'avancer. Les faiblesses ne doivent pas nous empêcher d'avancer. Plus on avance, plus Dieu ouvre la mer Rouge. Et donc, le A, c'est pour avancer. Le B, c'est pour bénir, bénédiction, bénissant. Parce que dans l'héritage que nous avons du Christ, il y a aussi l'héritage d'Abraham. Et comme ça, si je ne me mêle pas les pinceaux, Genèse chapitre 12, Dieu dit qu'Abraham va être béni pour être une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre et pour toutes les nations. Et Galates chapitre 3, je crois verset 28, verset 29, en tout cas le dernier verset dit que ceux qui sont en Christ réalisent donc l'accomplissement des promesses, n'est-ce pas, donc d'Abraham. Et donc l'Église existe pour bénir. L'Église existe pour être vraiment une source de bénédiction pour les vies, quelles qu'elles soient, pour les nations. Et nous voulons être une bénédiction pour le Gabon, du moins davantage une bénédiction pour le Gabon. Ça, nous ne l'avons pas souligné. Par exemple, l'hôpital de Bongolo a un service d'évacuation sanitaire par voie aérienne. Et donc, vous avez là 2 aéronefs de l'AMB, aviation médicale donc de Bongolo. Et donc, l'Église doit s'inscrire dans cette logique d'être une bénédiction. Après, le C, c'est pour la croissance. C'est pour la croissance. Donc, croissons. OK? Et là, vous avez la référence de Jérémie, chapitre 29, partie du verset 4. Vous pouvez aller jusqu'au verset 11, que nous récitons souvent, notamment que Dieu a pour nous des projets de bonheur afin de nous donner un avenir et une espérance. Mais quand vous remontez, eux, ils sont à Babylone. Ils ne sont pas à Jérusalem. Mais là, à Babylone, il y avait 2 faux prophètes, Sédécias et Akab, qui leur disaient qu'ils vont sortir, ils vont être délivrés les jours qui suivent. Et puis, donc, Jérémie plutôt, autant pour moi, écrit pour dire non, vous allez rester un moment. Mais là, à Babylone, entreprenez, construisez, plantez, mariez vos enfants, mariez-vous. Et il dit, croissez et ne diminuez pas. Et c'est à la suite de ça qu'il dit, vous devez rechercher le bien-être de la ville dans laquelle je vous ai positionné parce que votre bien-être en dépend. Et donc, j'ai été personnellement marqué par le fait que, quoique en déportation, Dieu leur dit de croître. Et nous sommes sur la terre. Nous avons besoin, dans la réponse que nous devons donner au Christ autour de la mission et de l'évangélisation, d'œuvrer à la croissance de manière à ce que les gens vraiment soient gagnés au Seigneur. Mais en même temps, nous avons besoin de croître dans la création de richesses. Nous avons besoin de croître dans le social. Nous avons besoin de croître et encore de croître. Donc, je tenais quand même à préciser cela. Les détails, nous les partagerons dans les pastorales que nous allons avoir et dans les différentes rencontres. Voilà quelque peu ce que je peux ajouter que nous n'avons pas nécessairement abordé dans ce plan-là. Pasteur président Ferdinand Sangoy, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et d'avoir éclairé vos milliers de fidèles sur l'état de l'IACMG, ses défis, mais aussi ses perspectives. Chers fidèles et observateurs, merci de votre écoute. Nous espérons que cet entretien vous aura permis de mieux comprendre les enjeux et le rôle de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon dans notre société. Restez connectés sur la page Facebook du Bureau national. On vous retrouve prochainement pour d'autres entretiens.